le Sénat peut éventuellement se réunir et vous sanctionner, et vous déchoir de vos droits, comme c'est dit dans la nouvelle mouture de la Constitution. Donc, je pense qu'il y a un risque. Le risque, c'est, oui, vous pouvez parler, on vous dit, vous pouvez parler, vous pouvez faire une proposition, mais à un moment donné, est-ce qu'on a la possibilité de dénoncer? Est-ce que quand on dénonce des dossiers aussi sensibles pour la gouvernance, est-ce qu'on est protégé? Vous allez attendre et de lire ce que on va mettre dans la loi organique de cette nouvelle institution qui est créée. Oui, le Sénat. Je suis presque sûr que vous aurez la conviction maintenant que le parti unique est installé dans le pays. Parce que ce qu'ils disent en disant oui, campagne là, c'est le fait pour les partis de l'opposition d'aller faire des conférences de presse, de dénoncer des actions du gouvernement, d'aller sur le terrain, de rencontrer des populations pour leur dire que le gouvernement fait ceci, ce n'est pas bon. C'est de ça qu'ils parlent. Ils ne vous parlent pas d'autre chose. C'est de ça qu'ils parlent. Pourquoi est-ce qu'on ne renforce pas la Cour constitutionnelle en faisant désormais, comme ça se passe en France, un conseil constitutionnel donc plus élargi avec des sages et tout, parce que on désigne déjà ceux qui sont à la Cour constitutionnelle, on les désigne sous le vocable de sages. On parle des 7 sages de la Cour. Et donc, on a les 7 sages de la Cour constitutionnelle qui sont là-bas, dont désormais les attributions sont un peu rognées. Et de l'autre côté, nous aurons également un Sénat avec des sages qui ont de très lourdes attributions. Je ne sais pas. Mesdames et messieurs, fidèles amis de l'émission Que de la presse sur Cristal News, bonjour. Nous sommes au numéro de ce mardi que nous démarrons par la une de quelques exemplaires des canards parus au Bénin et parvenus à notre rédaction. C'est avec le potentiel que nous démarrons. Le canard titre à sa une. Coopérative d'aménagement rural dans l'Atlantique. Tofo, violente tension. Usage d'armes blanches et des blessés à Agbo-Tagon. Les précisions sont à découvrir dans les colonnes de ce canard. Discours sur l'état de la nation au Parlement. Patrice Talon et ses 10 ans de gouvernance au scanner ce jour nous apprend le potentiel. Dynamisme Info pour sa part titre. Passage du mandat présidentiel de 5 à 7 ans. À quoi sert finalement Vision Bénin 2060 s'interroge le canard. Période de fête et post-coup d'État déjoué, le Roscao interpelle la police et alerte sur l'usage des divertissements explosifs. Matin libre. Écroué pour atteinte à la sûreté de l'État à Zanaï, un mythe s'effondre. Toujours avec Matin libre, face à la presse après le putsch déjoué, le talent du chef de l'État. Avec le coopérant, nous pouvons lire ce mardi le patriarche Da Silva sur le bilan général de l'actuel chef de l'État. Patrice Talon est le grand bâtisseur du Bénin et il a surpassé tous ses prédécesseurs. Toujours avec le coopérant, nous pouvons lire législative et communale 2026. La HAC organise la parole des partis dans la presse écrite. Le patrimoine, démenti et exercice public. La rédaction du journal Le Patrimoine reconnaît une erreur matérielle d'illustration et rétablit la vérité. Porto Novo, la communauté Adja rend hommage au maire Charlemagne Nyankoti. Et nous allons à la une du quotidien L'Indépendant qui titre en manchette. Pour une nouvelle interconnexion régionale, la route Godomé il la conduit bientôt en double voie. Toujours avec l'Indépendant, on peut lire discours sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale. Patrice Talon face aux députés en toute sérénité. Gros plan du chef de l'État à la une de ce canard. Le Paraclet, pour sa part titre ce mardi. Plateforme nationale des acteurs du monde agricole et amis engagés. Les exploitants agricoles du Koufo mobilisés derrière le duo Wadayi-Talata. Situation des archives au BERS. La DSI s'engage pour une meilleure organisation des archives du ministère. Et c'est sur ce titre du journal Le Paraclet que nous nous arrêtons pour la première partie de ce numéro de votre émission Que dit la presse sur Cristal News. Nous retrouvons les débatteurs, 3 aujourd'hui, pour opiner sur les questions de l'heure au Bénin. Restez toujours avec nous pour la suite de cette émission. Que dit la presse? Que
Que dit la presse? Nous entrons dans la deuxième partie de cette émission Que dit la presse de ce jour, mardi 23 décembre 2025. 3 débatteurs sont avec moi, tous au bout du fil. D'abord, le tout premier que nous allons recevoir, Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour, cher ami, confrère. Bonjour, tous les autres débatteurs. Je rappelle que Marcel Zoumenou est le directeur de publication du journal Le Patriote. Avec vous ce matin, nous avons Herman Parfait Aniamboso. Bonjour. Bonjour Patrice Avala, bonjour Marcel Zoumenou, bonjour à l'autre ami que je ne connais pas encore, mais je dis également bonjour aux amis auditeurs de Cristal News. Oui, justement, le troisième débatteur, c'est Laurent Tonekes qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Patrice Avala, bonjour Herman Parfait Aniamboso et bonjour à Marcel Zoumenou. Bonjour et bien évidemment aux internautes auditeurs de Cristal News. Ils sont nombreux à nous suivre ce matin. Je reste avec vous, Tonekes. Vous savez que dans les règles de son art, dans la constitution de notre pays, le chef de l'État va devant l'Assemblée nationale pour un discours sur l'état de la nation. Nous allons à la fin de l'année. Cet exercice, c'est ce mardi au Parlement à Porto-Novo. Qu'est-ce que vous attendez du président de la République, Patrice Talon, Roland Tonekes? Le chef d'État, sans surprise, va nous faire le point de ce qu'il a pu faire à la tête du Bénin ces dernières années. Et puis, en même temps aussi, faire le point de ses faiblesses, de ses échecs, certainement, pour nous annoncer que peut-être ce dauphin pourra réussir là où il a échoué. Maintenant, les derniers événements qui ont secoué le Bénin, évidemment, et ne pas oublier également la dernière modification de la loi fondamentale, certainement reviendra sur ça. Donc, je crois que c'est le sujet qu'il pourra aborder. Maintenant, est-ce qu'il va adoucir un peu le ton cette fois-ci? Parce que quand on se rappelle de l'année dernière, le ton vers la fin du discours avait été très ferme. Et on a pu voir ce ton ferme du discours de l'année dernière. On a pu voir les actions en octobre 2025, notamment dans la période où il fallait déposer les différentes candidatures. Il n'y a pas eu de supplication. En tout cas, les supplications n'ont pas pu apporter quelque chose. Est-ce que le chef de l'État sera dans un aussi ton ferme, alors que, sachant très bien qu'il est en train de finir son mandat? Je pense que c'est une question qu'on lui met en grand projet. On attend de voir sous quelle forme ce discours va se présenter, mais je sais que l'idée qu'il fera, c'est de dire c'est sincère de ce qu'il a pu faire à la tête du Bénin, et ce n'est pas un crime que de le faire, de dire oui, j'ai réussi à tel endroit, non. Mais l'idéal aurait été aussi de reconnaître de façon là où il a échoué et ce qu'il pense qu'on pourrait faire pour remédier à ces problèmes. Voilà, 10 ans à la tête du peuple béninois. Marcel Zoumenou, le président Patrice Talon, c'est pour la dernière fois en tant que président de la République. Il s'adonne à cet exercice dans son discours sur l'état de la nation. C'est donc ce matin, en attendant l'arrivée à Porto-Novo du chef de l'État, nous allons parler de ce qu'il pourrait dire au peuple béninois après 10 ans d'exercice du pouvoir d'État. Merci, cher confrère. Merci à mon confrère Roland Tonekes. Moi, contrairement à lui, je ne m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire. Je pense que le chef d'État va rester dans sa logique. Il va faire pas un discours sur l'état de la nation parce que moi, depuis l'époque de l'arrivée du président Yahya Bouni, j'ai commencé par dénoncer les fameux discours sur l'état de la nation qui ne sont plus réellement des discours sur l'état de la nation, mais des discours de bilan d'activité du gouvernement. Moi, j'ai eu la chance de commencer sous le président Kérékou, qui faisait réellement des discours réels sur l'état de la nation, où il parle non seulement du bilan, mais il réserve des paragraphes de ce discours sur les questions comme l'unité nationale, des questions comme le tissu social, des questions comme les perspectives qu'on peut avoir d'un pays dans un contexte globalisant comme celui actuel, ou bien dans le cadre d'un contexte géopolitique. Mais avec l'arrivée du président Boni Yayi, on a vu des discours qu'il appelle des discours bilan d'activité où le chef d'État vient, il vous cite, il a fait ci, il a fait ça. Et comme le président Patrice Talon, lui, tout ce qu'il veut nous montrer, c'est qu'il est le meilleur de tous les présidents depuis 1960. Et je suis presque sûr que tout à l'heure, il va nous dire que oui, tout va très bien au Bénin.
et que la modernisation avance, qu'il a telle route qui est en construction, tel grand projet qui est en construction, que tout se passe bien à Claude-Jipé et que le Bénin est aujourd'hui le pays le plus envieux du monde. Je suis presque sûr qu'il nous dira ça. Et je ne suis pas sûr parce que après les derniers événements dont Roland parlait tout à l'heure, Oui. et comment il est suivi en conférence de presse, bon, je me suis dit qu'il est resté égal à lui-même, qu'il est resté dans sa posture, de dire que tout va bien, il n'y a aucun problème au Bénin. Le Bénin est le pays au monde où il n'y a aucun problème. Tout va bien, les populations se portent très bien, il n'y a aucune crise politique. Le Bénin se développe, le taux de croissance est à son bon fils. Et puis, ça va bien, Madame la Marquise, voilà. Ceux qui grognent, ceux qui contestent sont quelques malheureux, quelques personnes isolées, qui sont frustrées, qui ne veulent pas s'adapter aux réformes. Et puis, c'est ce genre de discours que vous allez attendre. Je ne fais pas de la prophétie, mais je suis presque sûr à 98% que ce qu'il dit là, c'est ça, il va vous présenter. Bon. Et au point où, toujours pour reprendre quelque chose que mon ami et confrère Laurent a dit, oui. Je ne le vois pas du tout dans la posture, je ne le vois pas encore dans la posture de quelqu'un qui se prépare pour quitter. Quand un pilote vole à une certaine attitude, quand il veut amorcer l'atterrissage, il a des manipulations qu'il commence par faire pour que l'avion vienne en bas et pour atterrir. Oui. Moi, je n'ai pas encore vu de quelqu'un qui amorce, qui pose des actions, de quelqu'un qui veut partir dans le cadre. Tout est resté rigide, la position rigide, tout, jusqu'à ce jour. Et donc, sur ce discours, je n'attends pas grand-chose, je ne serai pas surpris qu'il répète ce qu'il a l'habitude de faire. Eman Parfait Aniabossou, vous, de votre côté, vous attendez à quoi de ce discours du chef de l'État ce matin? Merci Patrick Kamala. Merci également à mes chers confrères Laurent Roland-Tonnet Ikes et puis Martin Toumenou. Moi, je commence par saluer déjà le fait que la modification sur la Constitution n'ait pas pu enrayer l'article 112, parce que c'est l'article 112 qui enjoint au chef de l'État d'aller présenter un bilan, un discours, en fait, pas un bilan, mais un discours sur l'état de la nation, pour reprendre les thèmes de la Constitution. Par l'article 112 de la Constitution. En d'autres termes, la santé de la nation. Bah oui, ça fait la santé du Bénin. Et donc, on dit l'état de la nation. Ça veut dire, à cet instant T, comment se porte le pays, le Bénin. Alors, c'est vrai que pour ceux qui ont parlé avant moi, l'ont si bien situé, il s'agit du dernier discours de Patrice Talon. Et donc, au bout de 10 ans, est-ce qu'il va faire le bilan des 10 ans à la fin, ou bien est-ce qu'il va faire le bilan d'un an? Parce que il y a déjà eu, le 24 décembre dernier, je crois, non, le 20 décembre dernier, 2024, il y a déjà eu le discours sur l'état de la nation à cet instant-là. Et donc, il s'agit de présenter le discours de la nation du 20 décembre 2024 à ce 23 décembre 2025. Mais comme c'est le dernier discours de Patrice Talon pour ces deux quinquennats, c'est sûr qu'il va essayer de faire un bilan global, Alors même que on parle de l'état de la nation. Est-ce que l'état de la nation veut dire un bilan? Est-ce que l'état de la nation veut dire seulement qu'on ne revienne que sur ce qui a changé avec, mais Laurent l'a rappelé la fois dernière, avec le ton martial à la fin de son discours où il disait pas de supplication et tout. Quand on parle des discours sur l'état de la nation, moi ça me rappelle une image. L'image de Mathieu Kérékou, je crois c'était en 2005, fin 2005, qui à l'Assemblée nationale a fait son dernier discours sur l'état de la nation et qui a fini avec un mouchoir blanc en main et qui est descendu de la tribune et a commencé par parler d'un dossier qui le tenait à cœur. Donc je pense que c'est vrai, depuis Boni Yaï jusqu'à présent, on n'a plus vraiment l'état de la nation à un instant T, parce que l'état de la nation à un instant T, c'est qu'il y a forcément des frustrés dans le pays, c'est qu'on n'a pas atteint le taux de couverture en eau potable qu'on souhaitait, c'est que il y a encore quelques coupures d'électricité qui sont, c'est pas injustifiées, et quand le courant vient, ça peut venir à un voltage vraiment qui vous crée des ennuis. Je crois que ça fait partie des éléments normalement qu'on devrait ressortir dans ce discours sur l'état de la nation pour permettre quand même que des gens puissent prendre conscience de ce qu'ils créent comme dommage aux consommateurs béninois, par exemple. Vous voyez, mais bon, malheureusement, il se fait que on n'est pas dans cette logique-là. C'est un discours bilan que les chefs d'État successifs nous présentent et tout. Est-ce que c'est l'esprit qui a prévalu à la rédaction de cette disposition de l'article 112 de la Constitution? Je ne saurais le dire. Je n'attends pas forcément grand-chose pour ce dernier discours de Patrice Talon, parce qu'il y aura forcément encore d'autres occasions pour encore parler de lui, parler de ce qu'il a fait pour le pays, parler de l'état dans lequel il a trouvé le Bénin et tout. Et donc, en clair, pour moi, on va peut-être attendre de voir ce qu'il va nous présenter en termes de discours sur l'état de la nation. Roland Laurent-Tonnet Ikes, doit-on revoir cette disposition de l'article 72 de la Constitution, qui n'est d'ailleurs pas touchée dans la nouvelle monture de la Constitution, et recadrer les chefs d'État par rapport au discours qui doit être tenu pendant qu'ils font ce discours sur l'état de la nation? Non, je pense qu'on n'a pas besoin de voir cette disposition, en tout cas à mon avis.
je pense qu'on n'a pas besoin de revoir ces solutions. Ce qu'il faut, c'est quand même rappeler aux différents chefs d'État, en tout cas qui vont succéder désormais à Café Salon, que un discours sur l'état de la nation, ce n'est pas le bilan ce que vous avez fait, ce n'est pas de nous demander, j'ai refait le boulevard de la Marina, on a la statue de la nation, ce n'est pas ça forcément, mais c'est d'avoir à l'idée de présenter comment se portent les Béninois en réalité. C'est pour ça que moi je voulais parler sur le terrain, parce que oui, à proprement parler, si on doit parler d'état de la nation, c'est quand même présenter comment se portent les Béninois et comment est-ce que le vivre ensemble se présente aujourd'hui. Quelle est la situation de l'unité nationale? Quelle est la situation de la cohésion nationale? Des filles et des fils du Bénin sont hors du territoire national et il y en a qui sont en prison et qu'on aurait pu gracier ou amnistier depuis un moment. Il y a d'autres qui peut-être en réalité qui ont des difficultés, des opérations économiques qui aujourd'hui ont des difficultés. Quand je prends par exemple les sous-agriculteurs, quand je prends les AME, évidemment, c'est les gens qui tout le temps font des revendications, qui se plaignent. Alors, quel est l'état actuel, la situation actuelle de ces personnes, c'est normalement ce qui devait prévaloir dans notre discours sur l'état de la nation. Donc, je pense que fondamentalement, ce n'est pas forcément le bilan. Et d'ailleurs, quand je prends le dictionnaire, le Robert, quand je regarde la définition du mot état, c'est situation d'une personne dans la société. Donc, si vous voulez, c'est la deuxième définition. Ou si vous voulez, la première définition, c'est manière d'être d'une personne, d'une chose considérée dans ce qu'elle a de durable opposé à devenir. Donc, vous imaginez un peu, donc quand on dit état, en réalité, c'est ça. Quelle est la situation réelle de nous? Comment est-ce que le producteur de Malambie se porte? Comment est-ce que le producteur de Bédébine ou d'Ancomé se porte? Comment est-ce que le producteur de Rosin dans l'Ouémé se porte? Comment est-ce que le transporteur de Sakété, de Tacon se porte? En réalité, par rapport aux actions qui ont été menées de 2016 à aujourd'hui, ou bien si vous voulez de 2024 à aujourd'hui. Mais oui, malheureusement, chaque chef d'État vient et vous dit, bon, j'ai tracé la route, mais vous avez tracé la route, d'accord. C'est les hommes qui empruntent la route. Quelle est la plus-value? C'est vrai que la route, c'est pas le développement passe par la route, mais au-delà, en passant par la route pour le développement, quelles sont les conditions qui ont été créées pour que celui qui emprunte cette route du développement accède véritablement au développement de ses activités et participe véritablement à la croissance de son pays. Donc, autant de choses. Quand je prends les déclarants autonomes, je suis au port autonome de Cotonou, est-ce que leur situation, compte tenu des réformes là, est-ce que ces déclarants douanes se portent mieux? Est-ce que la douane de l'Union se porte mieux? Est-ce que les impôts, ça se porte mieux? Donc, autant de choses. Je pense qu'à un moment donné, on doit prendre du recul et parfois, quand même, et c'est la faute aux acteurs politiques. C'est la faute aux acteurs politiques. Ce n'est pas la faute au chef de l'État. C'est la faute au cadre que nous avons. Et c'est la faute aux députés à l'Assemblée nationale qui, en réalité, ont manqué à des moments donnés de jouer leur rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Ça dit quoi? Ça dit que dès lors qu'il y a des questions orales au gouvernement sur la vie des Béninois, sur la situation des Béninois à l'extérieur, sur la situation des Béninois au plan local, c'est que le gouvernement se rend compte régulièrement de la difficulté des Béninois. Donc, c'est autant de choses sur lesquelles on attend le gouvernement en réalité. Donc, les innovations, d'accord, oui. On a développé telle ville aujourd'hui, assortage de 1 et 2, évidemment. On a des ambitions, on veut construire des lycées, on a construit des stades, d'accord. Mais quand on a construit des stades, par exemple, quel a été l'accompagnement pour les enfants, pour les académies, par exemple? Quel a été l'accompagnement pour les clubs locaux? C'est vrai, on parlera de subventions aux clubs, d'accord, mais en réalité, on pourrait aller au-delà de ça. Donc, je pense qu'il y a quelque chose parfois. On se contente de la vision du chef. C'est-à-dire, le chef dit, je viens, je veux faire tracer telle route, nombre de routes dans la ville. Donc, quand je fais ça, c'est que j'ai déjà fait ce que je dois faire. Donc, autour de cette route, ou bien qui doit emprunter cette route. Donc, autant de choses, quand je prends le marché de la Kassatou, par exemple. Aujourd'hui, oui, en janvier, les femmes doivent quitter le marché de la pour aller là-bas. Et c'est une exigence pour ces femmes-là. Mais est-ce qu'en amont, il y a un travail de préparation avec ces femmes? Ou bien est-ce qu'aujourd'hui, bon, elles doivent quitter pour aller à Calavi, évidemment, puisque c'est la volonté du gouvernement. Mais après, qu'est-ce qui accompagne? Autant de choses. Donc, je pense que c'est tellement des leviers sur lesquels on doit pouvoir s'intéresser pour dire, on veut présenter un bilan sur l'état de la nation. Bon, malheureusement, comme l'ont dit Marcel Zoumenou et Eman Pafé à Nyamboussou, on aura un bilan qui sera présenté pour vanter les mérites du régime de 2016 à aujourd'hui. Et on a été habitué à ça depuis des années. Donc, ce ne sera pas surpris. Seulement que moi, je rêve de voir un chef d'État aujourd'hui dans une posture différente que celle qu'on a pu avoir en 2004, où à la fin, il y avait un ton ferme, mais d'avoir un chef maintenant qui adoucit le ton aujourd'hui et qui aussi peut-être prend des décisions assez fortes. En attendant d'avoir la teneur du message du chef de l'État, Marcel Zoumenou, l'une des innovations contenues dans la nouvelle mouture de la Constitution, c'est bien la trêve politique au Bénin. Le chef de l'État reviendra certainement sur cette pensée. Oui,
Moi, je l'ai écouté un peu en filigrane quand il faisait sa conférence de presse, il parlait de la trêve, ça. Je n'y ai rien compris parce que je crois que le gouvernement a choisi de mettre maintenant, de constitutionnaliser son comportement à lui. Et je crois que c'est ça qui a été fait. Quand vous observez très bien, la tendance actuelle du gouvernement, c'est de travailler à ce qu'il n'est que la pensée unique. Tout ce qui est fait aujourd'hui est fait pour la pensée unique. C'est fait dans tous les secteurs, vous observez très bien dans le pays aujourd'hui, tout est fait pour instaurer la pensée unique. Dans les médias sociaux, vous sentez de plus en plus quand quelque chose passe et tu as un point de vue contraire, ou bien tu veux même nuancer, même pas, ce n'est pas un point de vue contraire. Tu vois, ça tombe sur toi une armée de jeunes, je crois, qui sont formés, payés pour ça et qui disent tous les mêmes choses, les mêmes phrases. Donc, quand vous regardez également dans les médias, moi j'ai entendu le président de la dit que oui, nous allons prôner les médias patriotes, comme ce qu'on observe aujourd'hui dans les pays de l'AES. Les médias patriotes, oui, c'est que vous ne pouvez plus critiquer le gouvernement, ça c'est clair ça. Et quand vous regardez aussi le malheur qu'on fait à ce qu'on peut appeler opposition qui représente que la portion congrue de l'échiquier politique, parce qu'on a tellement persécuté, perturbé ceux qui veulent faire l'opposition que beaucoup n'ont plus le courage d'aller faire l'opposition. Ils sont obligés d'aller se mettre à l'abri dans les partis du pouvoir. Donc le peu qui reste là, on voit comment ils sont traités dans le pays aujourd'hui. Qu'est-ce qui leur arrive? Tout le malheur, c'est eux. Et donc, tout est fait pour qu'il y ait la pensée unique. Et donc, c'est cette politique de mise en œuvre de pensée unique qui est constitutionnalisée, qui devient ça. Et c'est extrêmement grave parce que même dans les pays totalitaires, en Afrique, partout en Afrique, les pays totalitaires qui sont dans le totalitarisme, qui sont dans la dictature depuis des années, cette disposition n'existe pas. Que ce soit en Ouganda, que ce soit au Togo, que ce soit au Cameroun, partout, vous n'allez jamais voir une disposition pareille. C'est le Bénin qui veut innover maintenant. Et comme de plus en plus le Bénin innove dans certains domaines, vous allez voir dans les années à venir, beaucoup de ces pays vont dire « Ah ouais, le Bénin a innové dans ça et donc ils vont copier. » Comme le Bénin a innové les condamnations à 20 ans, comme les opposants, vous voyez de plus en plus en Afrique, que les opposants sont condamnés. Donc nous aujourd'hui, on est devenus des maîtres à penser pour les dictatures d'Afrique. Mais nous devons regarder d'où on a été en 90 pour se retrouver là aujourd'hui. Moi je pense que cette histoire de pensée unique, pour moi, ce n'est que la concrétisation de ce qui est. Moi j'avais d'autres soucis. Le souci que j'avais, c'est qu'on devrait, si on devrait toucher à notre constitution, trouver des mécanismes de reddition de comptes de nos présidents de la République. Depuis 91, que ce soit Soglo, que ce soit Kérékou, que ce soit Talon, quand ils finissent de faire les 10 ans, ils gèrent nos finances publiques, ils gèrent les budgets que le peuple leur alloue par le biais de l'Assemblée. Mais est-ce qu'il y a un mécanisme qui leur permet de rendre compte d'avoir géré autant de milliards pendant 5 ans, pendant 10 ans? Est-ce qu'il y a un mécanisme comme ça? C'était mon souci. Et que si on devrait réviser la Constitution, on devrait penser à des mécanismes de réduction de compte du président de la République. Sinon, le président de la République gère, il détourne, il a les scandales, il finit son mandat et tout le monde l'applaudit. Et il s'en va. À la limite, quand il décide même de partir, c'est déjà suffisant. Et j'ai comme l'impression que ça remplace même la reddition de comptes. Parce que chaque fois qu'un président finit son mandat, la peur de tout le monde, c'est qu'il s'en va. On a vécu ça sous Kérékou, il y avait un groupe qui voulait qu'on lui accorde 2 ans de plus. Et puis finalement, Kérékou lui-même a désamorcé la bombe en disant « je m'en vais ». Et donc quand il est parti, il n'y a plus eu de bilan sur ces 10 ans. Yaya est venu, c'est la même chose, il y a beaucoup de scandales et il n'y a pas eu de bilan. Et lui-même est venu, il y a quand même de scandales. Même si on dit on a fait transparence budgétaire, il y a quand même beaucoup de scandales. Parce que moi, je dis toujours quelque chose. Dans un pays où les médias n'ont plus la possibilité de dire un certain nombre de choses, s'il y arrive des cas de prévarication comme on l'a connu, l'affaire du jeune Adoreno et beaucoup d'autres cas, c'est qu'il y en a plus. C'est que si les médias étaient libres, vous devez avoir beaucoup plus de cas de prévarication. C'est parce que les médias ne sont plus très libres qu'on n'en sait pas beaucoup sur ce domaine. Donc pour moi, il y en a quand même et que on doit trouver un mécanisme pour rendre compte de la situation. Les réformes que le président Patrice Talon fait, pour moi, c'est des réformes qu'on ne devrait pas faire parce qu'il n'y a plus de problème à ce niveau. Je donne un exemple simple. Oui. On est passé de 83 députés à 109. Mais honnêtement, de vous avoir, tel que le pays est géré aujourd'hui, est-ce que vous voyez l'utilité même de députés quelque part? Non, disons-nous la vérité. Quelle loi vous avez vu qu'il y a une initiative personnelle de députés ou bien d'un groupe de députés qui aboutit et qui concourt à améliorer le niveau de vie des populations? Non, dites-moi une seule loi que un député ou un groupe de députés a voté et qui a permis d'améliorer une situation que vivent leur mandat. L'objectif peut-être... Tel que le pays est géré aujourd'hui, moi je pense qu'on n'a même plus besoin de députés. Mais malheureusement, au lieu d'en réduire, on en
augmente que les charges de l'État. Et plus grave maintenant, comme si tout cela ne suffisait pas, on crée une chambre haute. Bon, le Sénat, c'est une chambre haute dans une configuration. Nous allons y arriver tout à l'heure, certainement. Le Sénat tel que on l'a conçu, ce n'est pas une chambre haute parce que les gens ne sont pas des élus, c'est des gens qui sont copés. Ça ressemble à une caisse noire, à une chambre bizarre, à un monstre constitutionnel comme certains l'ont dit, qui ne respecte pas les principes du Sénat parce que ceux qui sont membres disent c'est les anciens. On aurait pu simplement dire un conseil des anciens au lieu de nous dire que c'est le Sénat. Le Sénat, partout, c'est des élus. En France, les sénateurs sont élus par les conseillers municipaux et les maires, et ailleurs d'ailleurs, et ils constituent la chambre haute du Parlement. Donc, on vient créer un groupe pour alourdir, parce que tous ceux-là, ils vont forcément avoir des avantages. Donc, on alourdit chaque fois le budget de l'État pour des gens qui n'apportent rien à la République. Au finish, moi, j'ai envie de dire que le chef d'État veut créer un petit sous-groupe de privilégiés qui, au détriment de la grande masse qui est en train de souffrir. Moi, c'est ce que je peux dire sur cette histoire de révision, beaucoup plus sur la trêve politique. La trêve politique. Je ne trouve même pas l'utilité, mais qui n'est qu'une concrétisation de ce qui se fait actuellement déjà. Eman Parfait Aniambossou, le chef de l'État quand même a estimé que cette trêve politique n'exclut pas les critiques des actions que pourraient être menées. Ceux qui ont en charge la gestion du pays, ceux qui ne disent pas le même langage que le pouvoir en place, ils peuvent critiquer, mais la trêve politique est instaurée quand même. Mais ce n'est même pas une innovation selon ses propos. Je pense que les propos du chef de l'État sont à prendre avec toute la gravité possible. C'est-à-dire que Patrice Talon dit que quand on parle de trêve politique, là, ne nous-entend pas qu'il n'y aura pas de critique, mais qu'il faut des critiques constructives. Alors, entre ce qui est prévu par le texte, par la Constitution, ce que la compréhension que les Béninois doivent avoir de ces tests-là et la réalité des choses, il peut y avoir un très grand fossé, parce que n'oubliez pas, il y a des tests dans la République, vous les prenez pour des tests juste qui organisent, mais après ça tombe sur votre tête comme un couperet. Et donc, c'est comment on fait pour que qui frotte ne tire plus point. Est-ce que les acteurs politiques de l'opposition ou acteurs politiques tout court, est-ce qu'ils essayeront, est-ce qu'ils tenteront de faire vraiment cette critique-là, ou alors ils vont carrément se taire et se terrer parce que craignant que le bâton, le gros bâton tombe sur leur tête. Je pense que pour ma part, une trêve politique, est-ce que ça a toujours, non, c'est pas, ça vaut son pesant d'or. Parce que dire trêve politique, en même temps dire oui, que les gens peuvent critiquer, mais faire des critiques constructives. Bon, je ne sais pas alors à quoi va servir cette trêve politique-là, parce que je pense que chaque action qu'un gouvernement pose à la tête de ce pays, étant donné qu'il gère les finances publiques, étant donné qu'il gère les deniers publics de l'État, chaque geste qu'il pose va pouvoir faire l'objet d'une vraie scrutation. C'est-à-dire que c'est d'amener un peu comme les députés, on dit les députés votent la loi et contrôlent l'action du gouvernement. De ce coup-là, je pense qu'il va falloir peut-être remettre dans les cordes nos députés pour qu'ils sachent comment ils doivent contrôler l'action du gouvernement. Est-ce que c'est juste par les questions orales avec débat au Parlement, lesquelles questions des fois restent dans le pipe sans jamais venir au Parlement? Est-ce que c'est juste en faisant des descentes sur le terrain, un peu comme on en a vécu à l'autre mandature avec un des députés qui sont allés constater dans le Nord, dans une partie du Nord, comment est-ce que les terroristes sont en train de faire ravage là-bas et tout. Je pense que l'un dans l'autre, pour moi, je ne vois pas Patrice Talon en train de revenir forcément sur le Sénat, parce que revenir sur le Sénat, ce serait comme si, oui, il décide de partir, mais il a toujours la corde. Vous allez voir, il va pas parler du Sénat, il va peut-être parler un peu il va peut-être reconnaître aux députés tous les efforts qu'ils ont consentis pour que les textes de loi puissent passer un peu comme lettre à la poste. La loi de finances 2026 est déjà votée et tout. Oui. Il va là-bas sans doute pour leur parler un peu de l'état de la nation, côté électricité, comment ça va. C'est pas les producteurs de Briamaro, de Firou, de Kérou, de Tompagou, les producteurs de Chabikouma, c'est pas un peu de Péonco. Comment est-ce qu'ils arrivent à se tirer d'affaire pour ce qui est de la culture du coton et de la culture du soja également, pour revenir aux habitants de Manigri par exemple, aux habitants de Basila et tout, comment est-ce qu'ils s'en sortent. Je crois que c'est de ça que les Béninois ont besoin. Les Béninois ont besoin de savoir si celui qui produit le soja, le coton, l'ananas,
s'il arrive à trouver des points d'écoulement, s'il arrive à trouver, à s'en sortir lui-même, s'il arrive vraiment à pouvoir tirer son épingle du jeu, je pense que on parle de l'état de la nation. Donc, comment se porte le Bénin aujourd'hui? Est-ce que moi qui vous parle, journaliste de mon état, est-ce que je me porte bien dans le monde des médias aujourd'hui? Comment se porte donc en gros le monde des médias au Bénin? Comment se porte le fonctionnaire béninois? Comment se porte l'acteur du secteur informel? Mais je pense que c'est aussi le trop grand silence de certaines strates de la vie, stratification de la vie, qui fait que aujourd'hui on n'a pas vraiment le pôle du Bénin. Est-ce que vous avez encore entendu les acteurs du monde syndical, sortir pour dénoncer quoi que ce soit? Non, ils sont tous terrés dans leur à la bourse du travail là-bas. On n'entend plus rien. Il y a plus de revendications. Il y a plus de sorties pour parler, pour peindre c'était pas tel acteur en noir ou en blanc et tout. Je pense que le trop grand silence, c'est ça qui nous conduit droit là où nous allons, parce que bon, on ne sait pas. Est-ce que l'état de la nation, c'est tout ce qu'on peut attendre. Mais je ne vois pas Patrice Talon en train de revenir sur le Sénat. Ce serait comme s'il jubilait ou d'avoir acquitté la tête du pays, mais de rejoindre le Sénat pour après qu'on dise qu'il a donné le temps, mais qu'il continue de maintenir étendu la corde. Oui, mais la nouvelle constitution, Eman Parfait Ambossou, permet aux acteurs politiques, surtout ceux de l'opposition, de désormais critiquer. Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils auront les canaux favorables pour le faire, puisque depuis un bon moment, c'est comme si l'opposition n'existe pas au Bénin, même ceux qui sont à l'Assemblée nationale ne les entendent pas. Non, je pense que si nous voulons être sincères envers nous-mêmes, je n'ai pas encore vu, ou alors qu'on me rafraîchisse la mémoire, je n'ai pas encore vu un acteur politique prôner le dégagisme à la tête de ce pays. Je n'en ai pas encore vu. Sauf peut-être sous le président Boni Yayi, où les acteurs politiques qui étaient opposés à lui ont tout fait pour qu'il n'ait pas le budget à temps. Et donc, il a dû gouverner par ordonnance sur plusieurs années et tout. Mais est-ce que sous la gouvernance de Patrice Talon, est-ce qu'on a vu un seul acteur demander à Patrice Talon de dégager du pays? Non, je n'en ai pas vu, je n'en ai pas entendu. Bon, est-ce que c'est une manière pour Patrice Talon de préparer le terrain à ceux qui viennent après, parce qu'il dit que c'est à l'insu du pouvoir qu'il s'est rendu compte qu'il y a des choses à corriger, qu'il ne peut pas se faire. Pour moi, je pense que appeler les acteurs politiques à faire des critiques constructives, je pense que c'est quand même ce qui se fait habituellement au Bénin. Vous avez vu même les acteurs de députés de l'opposition, quand ils disent telle loi n'est pas bonne, ils disent en même temps qu'il faut corriger en faisant ça. Je me rappelle encore la dernière sortie de l'honorable Guy Mitopé au nom du Parti Les Démocrates, au temps fort de la critique, des critiques sur le code électoral. Ils ont dit comment il faut corriger des choses. Donc, je ne sais pas. C'est pourquoi je dis, c'est à l'expérimentation de cette trêve politique-là que nous, journalistes, analystes politiques, nous allons rendre compte de ce que c'est, parce que on n'en a jamais entendu parler dans un pays pour savoir aujourd'hui faire la comparaison entre un pays et ce qui pourrait se passer au Bénin. Donc, je pense qu'il vaut mieux se taire et attendre de voir quelle bonne figure ou quel mauvais visage prendra cette trêve politique-là. La critique par les acteurs politiques est permise, a dit le chef de l'État, Laurent Tourné-Ekes. Elle est même monnaie, elle est normale, elle est souhaitée, rappelant que cette dynamique contribue à l'amélioration de l'action publique et à l'émergence de propositions alternatives, de bonnes idées, n'est-ce pas, Laurent Tourné-Ekes? C'est de la confrontation des idées qu'on décide de quelque chose de mieux. En fait, ceux qui sont au pouvoir ne sont pas peut-être les plus intelligents, les plus dynamiques. Ils sont appelés à faire des erreurs parce qu'ils sont des hommes et tout ce qu'ils font, c'est perfectible. Et donc, oui, de ce point de vue, on doit pouvoir accepter la critique à un moment donné. Il n'y a pas à dire critique constructive ou autre, parce que même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, hier, on a quand même leur passé, on était tous au Bénin. En tout cas, je ne sais pas encore ces dernières années. Critique, est-ce qu'il faisait des critiques constructives ou bien il faisait des critiques destructive. Donc, en tout cas, chacun ça dépend de la position de chacun. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça dépend de la position de chacun. Alors, donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, aujourd'hui, on instaure
une trêve, et on parle de critique constructive, au-delà de ça, on peut pas. Et puis, quand même, on dit, hein, dans l'article 150, on parle de l'article 113, au niveau de l'institution du Sénat, on dit qu'en réalité que, oui, le Sénat peut sanctionner certains acteurs politiques. Mais on dit, oui, on peut sanctionner, mais on ne dit pas précisément quelles sont les fautes qui pourraient contribuer à la sanction de cet acteur politique par le Sénat, évidemment. Donc, vous imaginez, on est dans une situation de piège en réalité. C'est-à-dire que juste pour une critique un jour, le Sénat peut éventuellement se réunir et vous sanctionner, et vous déchoir de vos droits, comme c'est dit dans la nouvelle mouture de la Constitution. Donc, je pense qu'il y a un risque. Le risque, c'est, oui, vous pouvez parler, on vous dit, vous pouvez parler, vous pouvez faire une proposition, mais à un moment donné, est-ce qu'on a la possibilité de dénoncer? Est-ce que quand on dénonce des dossiers aussi sensibles pour la gouvernance, est-ce qu'on est protégé? Et dès lors que vous savez très bien que parfois, vous dénoncez des sujets d'État et puis vous avez des documents, mais vous ne pouvez pas rendre les preuves parce qu'on vous traitera aussi, condamnera ou vous accusera de recel de documents administratifs. Donc, il y a un certain nombre de situations qui peinent à la tête des Béninois, des acteurs politiques, des journalistes, évidemment. Parce que quand on parle de trêve aujourd'hui aussi, quand il y a trêve et qu'il n'y a plus de débat à proprement parler ou de la confrontation des idées, on peut déduire ce qui peut se passer ou alerter les gouvernants, est-ce que véritablement, journaliste, analyste politique que je suis, je pourrais continuer mon travail à partir de 2026? Parce que si les acteurs ne veulent pas parler, si un acteur politique de l'opposition ne veut pas aller sur un plateau de télévision pour affronter, faire face à un acteur politique de la mouvance, pour discuter de tels projets, de telles lois votées, parce que craignant que, en parlant peut-être mal, on le prenne du coup et qu'il soit sanctionné par le Sénat. Donc finalement, quel serait l'avenir de la presse béninoise? Est-ce que demain, dans ce contexte que nous prévoyons, nous voir ce qu'on voit là, dans l'application de cette disposition, est-ce qu'à partir de 2026, les médias pourront continuer à fonctionner comme ça se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se taguer, de dire, mais j'ai des convictions assez fortes, évidemment, ce qu'ils ont fait là, puisque, malheureusement, quand vous avez un peu bien, aujourd'hui, ceux qui communiquent pour le volant le plus souvent n'aiment pas du tout qu'on dénonce ces choses ou qu'on propose parfois pour dire non, parce que c'est à quoi que il y a un camp dans le pays qui a la science infuse et les autres ne sont que des tarés de leur famille et qu'ils ne peuvent pas, c'est ce que nous faisons qui est bon. Donc, et ça, c'est un piège. Donc, moi, je crains beaucoup pour nous. Moi, personnellement, journaliste, aujourd'hui, je me dis, parce que à partir de 2026, je pourrais facilement, si je présente une émission, je peux avoir des invités de tout bois pour parler, parce que les gens craignant pour des situations ou pour autres diront non, je ne veux pas les histoires, je ne viens pas. Donc, il y a ça. Donc, je pense, je suis persuadé que on aurait dû se passer de cette affaire de trêve politique et dire, oui, évidemment, comme on le dit, appeler les gens à plus de responsabilité dans les dénonciations. Mais ça ne me surprend pas, hein, parce qu'il y a quelques mois, il y a une image que nous perdons de vue. Quand vous voyez des partis de la mouvance se rendre en Chine, aller rencontrer les membres du Parti communiste chinois, discuter avec ces membres du Parti communiste chinois, c'est-à-dire, c'est dans quel but? Parce que le Parti communiste chinois, quoi qu'ils disent, même si la Chine est un pays développé aujourd'hui, le mode de fonctionnement politique dans ce pays est assez dur. Et beaucoup de personnes dans le monde entier dénoncent ça. Mais quand des partis qui se disent la mouvance vont sur ces partis-là, qu'est-ce qu'ils veulent nous proposer? Est-ce que dans cette trêve-là, c'est pas maintenant à mener tout le monde? Parce que déjà, si vous êtes opposant et que vous devez faire une proposition et une critique constructive et que maintenant on parle même, si vous permettez, on parle de pacte. Si je vais rapidement chercher l'article, voilà, l'article 5.1, et le deuxième paragraphe, un pacte de responsabilité républicaine peut être conclu entre le gouvernement et les partis politiques sous l'égide du Sénat afin d'établir un cadre de collaboration avec l'opposition en raison de la prohibition des campagnes électorales permanentes hors période électorale. En fait, quand l'argument selon lequel on parle de campagne précoce, je ne trouve pas cet argument fondé. Pourquoi? Parce que personne n'a fait de campagne avant les élections depuis 1990, à ma connaissance, pour dire à un an ou à deux ans de régime, ah oui, il faut organiser des élections anticipées, nous faisons ça. On n'a jamais eu ce débat. D'ailleurs, notre loi fondamentale n'a pas permis ça. Donc, je crois que ce n'est pas un argument fondé. On aurait dû voir les choses. Maintenant, quand on met ça, comment on arrive à un pas de responsabilité républicaine qui peut être conclu entre les gouvernements et les partis politiques? Est-ce que ce n'est pas
une manière de rallier tout le monde à la cause. Et sachant très bien que les acteurs politiques, malheureusement, à quelques exceptions près, je suis tenté de dire, de toute catégorie, Oui. c'est leurs intérêts. Et dès lors que quelqu'un se bat dans un parti républicain et commence pas à travailler avec le pouvoir en place, il commence pas à manger tout son intérêt, vous voyez que son discours change. Donc finalement, tout le monde progressivement sera embarqué dans, en tout cas, le même navire, et au finish, on se rendra compte un jour que tout le monde est dans la pensée unique. C'est le risque. Dans le rang, comme l'a dit quelqu'un ici. Oui, sauf que oui, on est tout le monde dans le rang, mais évidemment, dans le rang, et le rang va finir où? À Malanville ou à Tchaourou? Attendons de voir. Parce que dans le rang aussi également, les gens vont se patienter, mais malheureusement, dans ce rang, vous allez voir que certains vont, l'attente sera assez longue pour certains. Wait and see, comme le disent les Anglais. Oui, wait and see. Marcel Zomeno, le chef de l'État, a expliqué dans sa sortie médiatique que cette trêve politique impose aux acteurs politiques d'entrer en campagne un an avant les élections, avant la présidentielle. Si la présidentielle est prévue pour supposons 31 janvier 2026, déjà le 1er janvier 2025, on peut maintenant commencer par faire la campagne, sachant bien que la campagne officiellement, c'est à 2 semaines des élections. Cela permet de développer le pays, de ne pas être en permanence en campagne électorale. Oui, et ce qui ne fait que confirmer ce que je disais tout à l'heure et que Tony Nkete disait également. Comme je le disais, tout est fait pour qu'il y ait une pensée unique. Puisque ceux qui dirigent aujourd'hui, c'est des gens qui sont venus de Mars, c'est des Martiens qui sont venus avec des idées divines qui ont la solution à tous les problèmes des pays. Vous savez bien qu'ils ont dit la rupture. La rupture, on rompt avec tous les autres comportements et on adopte un comportement nouveau. Oui, c'est ça qu'il est dit. C'est ça, on dit la même chose avec des mots différents. Et donc, c'est ça. Et alors, il y a un aspect sur lequel je voulais revenir très rapidement avant d'aborder cette question. Et quand vous écoutez un peu Tony Nkete, mon ami Tony Nkete a dit tout à l'heure, il a lu quelques extraits de dispositions constitutionnelles. Oui. Et ça, c'est la Constitution. Mais si déjà dans la Constitution, vous avez déjà des dispositions aussi inquiétantes que celles qu'il a lues tout à l'heure, imaginez maintenant quand on va écouter la loi organique de cet organe. Parce qu'il faut attendre la loi organique de cet organe qui va apporter les précisions sur tout ce qui est dit dans la Constitution. Quand vous allez attendre et de lire ce que on va mettre dans la loi organique de cette nouvelle institution qui est créée, oui, le Sénat, je suis presque sûr que vous aurez la conviction maintenant que le parti unique est installé dans le pays. Parce que ce qu'ils disent en disant oui, campagne là, c'est le fait pour les partis de l'opposition d'aller faire des conférences de presse, de dénoncer des actions du gouvernement, d'aller sur le terrain, de rencontrer des populations pour leur dire que le gouvernement fait ceci, ce n'est pas bon. C'est de ça qu'ils parlent. Ils ne vous parlent pas d'autre chose. C'est de ça qu'ils parlent. C'est ça, ils veulent l'interdire parce que, quand vous suivez très bien le chef d'État, pendant longtemps, il a dénoncé le fait que le parti, les démocrates, ils vont sur le terrain pour rencontrer les populations, pour leur parler d'un certain nombre de choses. Ce qu'ils veulent, c'est un monde de silence où les Béninois ne peuvent plus dire quoi que ce soit sur la gouvernance. Ils se taisent, ils subissent, point barre. Il n'y a pas autre chose. Les dieux sont là, ils travaillent pour vous. Taisez-vous, vous n'avez rien à dire. Et ça concourt un peu avec la philosophie de la politique gouvernementale aujourd'hui. On ne prend pas les citoyens comme des données, des éléments dont on doit prendre compte dans la conception des programmes politiques, dans les politiques sectorielles et même dans la vision globale du gouvernement. Et ça, vous l'avez vu, ça a transparu dans les propos du père Aguinouno quand il disait que on privilégie les pierres que les humains. Les humains là, c'est du bétail politique, ils n'ont rien à dire et puis il faut les suivre. Hein. Il a dit que la démocratie athénienne n'existe plus et que oui, à partir du moment où les populations ont déjà délégué le pouvoir du pays, se taisent et ils ne disent plus rien. Moi, je ne sais pas où il a appris ça, dans quel livre il a lu ce qu'il a fait. Moi, j'ai fait les sciences politiques.
Et donc, moi, je suis surpris par un certain nombre de choses aujourd'hui dans mon pays. Donc, il faut bien comprendre ce que les gens veulent faire. Mon ami, tourner une caisse ne doit pas être surpris que demain, il n'aura pas de contradicteurs sur ce plateau. Déjà, maintenant, ça se passe. Et s'il doit dire la vérité, il doit dire que déjà, maintenant, ça se passe. Une conseillère m'a appelé hier. Pour me dire, oui, doyen, est-ce que vous pouvez émission? J'ai dit non, moi, je ne peux pas parce que là, actuellement, je ne suis pas présent. Et elle me racontait ça, mes aventures, comment, pour organiser une émission depuis 3 jours, où elle a appelé plus d'une quarantaine de personnes et que tout le monde a refusé. Donc, c'est ce que nous vivons et ça va s'aggraver. Il n'y aura plus de débat, il n'y aura rien. Il n'y aura que des émissions, pour accompagner le gouvernement, des invités qui viennent en plateau, comme je le vois de plus en plus sur une chaîne de télévision au Bénin où c'est la même personne qui vient presque tous les jours pour critiquer l'opposition du matin jusqu'au soir. Donc ça a commencé. Il faut que nous ayons le courage de dire la vérité. C'est le manque de vérité qui tue ce pays. Tout ce que vous dites là et tout ce qui est mis dans la Constitution là, ça a déjà commencé. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que la Constitution actuelle n'est que la constitutionnalisation d'actes ou de vision politique qui a déjà commencé depuis quelques temps. Et j'ai entendu mon ami Herman déplorer le fait que oui, du côté des syndicats aussi, ils ne réagissent plus. Et il a oublié de dire que les gens voulaient faire une marche ici, on les a tous ramassés, ils se sont tous retrouvés à la criette. Et donc, vous voulez qu'ils fassent quoi? Bon. Donc, ça n'a qu'à rester comme ça. Si, tout va bien, le pays se porte bien, on n'a plus besoin de démocratie. Moi, j'ai dit que l'effort intellectuel qu'ils ont fait pour mettre des dispositions chrysogènes et antidémocratiques dans la Constitution, ils n'ont pas eu le même courage pour aller maintenant sucrer tout le préambule de notre Constitution. Parce que quand vous lisez le préambule de notre Constitution, les dispositions sont claires. Nous refusons le pouvoir d'un seul homme. Et il y a plein de dispositions comme ça où le peuple béninois a consacré sa volonté de rester dans un régime démocratique, où il y a la paix, où il y a la sécurité, où il y a les droits de l'homme. Mais tout cela est en train d'être aboli aujourd'hui et puis personne n'a le pouvoir de réagir, de dire c'est mauvais. Tout ce qu'on veut, c'est ceux qui applaudissent, qui viennent dans les plateaux pour dire oui, tout ce qui est fait, c'est bon pour le pays. Et donc, peut-être que vous voulez que moi je dise là, je vous dis que bon, bravo, on n'a qu'à continuer comme ça, on va voir juste où ça va nous conduire. Herman Parfait Adembossou, on va parler de la Sénat, c'est revenu dans les propos, un outil d'équilibre, de régulation et de consolidation de la démocratie béninoise. Votre avis? Non, je pense que pour mieux comprendre le Sénat, c'est qu'il faut aller voir ses attributions. Et moi, c'est en cela que je dis pourquoi est-ce qu'on ne renforce pas la Cour constitutionnelle en faisant désormais, comme ça se passe en France, un conseil constitutionnel donc plus élargi avec des sages et tout, parce que on désigne déjà ceux qui sont à la Cour constitutionnelle, on les désigne sous le vocable de sages. On parle des 7 sages de la Cour. Et donc, on a les 7 sages de la Cour constitutionnelle qui sont là-bas, dont désormais les attributions sont un peu rognées. Et de l'autre côté, nous aurons également un Sénat avec des sages qui ont de très lourdes attributions. Je ne sais pas. Et pour vous convaincre, je vous lis rapidement une petite disposition. On dit, en matière législative, les lois constitutionnelles, les lois électorales, les lois organisant la vie des partis politiques et leurs activités sont obligatoirement soumises à un avis de non-objection du Sénat avant leur promulgation. C'est-à-dire que, à supposer que le chef de l'État, qu'il vienne, alors qu'il décide, je sais pas, de prendre une loi d'amnistie, je dis n'importe quoi, et comme ça, avant que ça ne soit promulgué, ça doit recevoir l'avis de non-objection du Sénat. C'est-à-dire que, comme l'a dit le professeur Gilles Badé, c'est un aîné, il dit que c'est pratiquement les pouvoirs de la Cour constitutionnelle qui ont été repris. Et à part ça, au niveau du pouvoir législatif également, on a rogné un peu. Au niveau du pouvoir exécutif, on a rogné. Parce que, c'est-à-dire que, on dit le Sénat peut solliciter dans les mêmes conditions que le président de la République une seconde délibération de toute loi votée par l'Assemblée nationale, excepté les lois des finances et de règlement, ainsi que les lois programmes. C'est-à-dire que c'est en cela que je dis, c'est vrai, je ne sais pas comment le Sénat
du Canada, le Sénat des autres pays fonctionne, le Sénat des pays que le chef de l'État a cités et qui ne sont pas constitués, le Sénat qui n'est pas constitué dans ces pays-là, de gens élus. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans ces pays-là, mais je pense que notre Sénat a rogné beaucoup de pouvoirs et de très grands pouvoirs et qu'à la fin, ça va être compliqué. Mais je m'évertue souvent à présenter un cas de figure. C'est le cas de figure, par exemple, où on a eu une Assemblée nationale qui est constituée rien que en majorité d'opposants. Ça risque de faire disparaître le Sénat un jour, parce que les constituants de 1990, quand ils ont pensé que en mettant la barre à 4/5, il sera difficile pour le président d'avoir les 4/5, Patrice Talon leur a montré qu'il peut, qu'avec le temps, on peut avoir même toute l'Assemblée nationale acquise à la cause du gouvernement. Ceux qui sont là aujourd'hui, ils ont légiféré en pensant un jour que peut-être qu'il n'y aura jamais une Assemblée nationale composée majoritairement de gens de l'opposition, mais je pense que l'histoire saura nous donner raison aussi, parce que les lois certes sont taillées sur mesure et pour répondre à des questions conjoncturelles précises, alors qu'en réalité les lois devraient on devrait légiférer en tenant compte d'une certaine globalité. C'est en cela que je dis, on aurait pu ouvrir les débats en son temps pour permettre peut-être à toutes les strates de la population de pouvoir intervenir, de faire des propositions. Mais on a préféré garder cette proposition de loi-là qui après nous a montré que c'était une proposition de loi, mais une proposition de loi un peu griffée, parce que Patrice Talon nous a dit clairement qu'il a pris part, qu'il a lu qu'il était aux côtés des gens et qu'il sait exactement ce que renfermait cette loi-là. Et je pense qu'en clair, c'est l'absence de débat au fond qui aujourd'hui fait que nous, on peut faire encore quelques suggestions, mais malheureusement ou heureusement, la loi a été déjà promulguée. Oui, ça va s'appliquer. Le comité de déposé dossier, courant en décembre 25, et qui, en se disant qu'il va à une élection pour un mandat de 5 ans, il voit là concrètement qu'il sera élu en 2026, mais avec un mandat de 7 ans. Et un Sénat. C'est très béni pour eux. C'est du pain béni pour eux. Le président de la République a un mandat de 7 ans. L'Assemblée nationale, l'élu comme il n'y a même pas d'élection de mi-mandat pour savoir voter le président de la République. Donc, il est là pour 7 ans. Patrice Talon a dit dans sa rencontre avec des journalistes, il leur a dit qu'on ne peut pas craindre le mal et donc éviter le bien. Oui, si un chef d'État garde le pays pendant 7 ans et qu'il n'a aucune vision pour le pays, ça veut dire que le Bénin aurait reculé de 7 ans. Ça veut dire que ce qu'il a fait comme route aujourd'hui, qui est de bonne qualité, les routes vont continuer par avoir des nids de poules. On aura des points à temps bitume sur les routes. On aura des points à temps partiel sur les routes. On aura des caniveaux qui seront sans regard, sans avaloir pendant 7 ans. Et c'est peut-être quand quelqu'un d'autre va prendre le pouvoir qu'il viendra encore corriger. Alors que ce que les Béninois veulent aujourd'hui, c'est comment on fait pour que ce que Patrice Talon a fait soit sauvegardé et maintenu. Et moi, je pense que la vision l'objectif 2060 devrait constituer aujourd'hui cette garantie-là pour tout acteur politique qui rêve d'être président de la République. On doit le soumettre. Désormais, c'est déjà une loi d'ailleurs. Et donc, même si on mettait aujourd'hui le mandat à un mandat de 7 ans, un mandat unique de 7 ans, celui qui est là, c'est qu'il ne peut marquer que sur cette vision-là. Finalement, je reviens un peu comme Dynamisme Info l'a proposé ce matin. À quoi sert finalement l'objectif 2060 si on pense que 50 est peu? 5 ans n'est pas peu. Patrice Talon a osé poser les jalons, parce que les jalons sont posés désormais. Il a osé faire les réformes là où personne ne pouvait faire ces réformes-là. En temps normal, celui qui vient ne pourra que marcher sur cette plate-bande-là. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a jugé utile de rallonger les trucs à 7 ans. Pour ma part, 5 ans, c'était suffisant. C'était largement suffisant parce que Patrice Talon nous a montré en 10 ans qu'on pouvait garder le pays 5 ans x 2 et faire des merveilles dans ce pays-là. Oui, Laurent Tonaïkès, le Sénat, qui est désormais une des institutions de la République au Bénin, avec des missions claires qui sont définies, un arbitre, en quelque sorte, en cas de divergence, dit-on également, ce Sénat-là a pour mission
de faire un apport au travail législatif, entre autres? Alors, il faut quand même rappeler et préciser que l'article 5.1 et l'article 113, en tout cas 1, 2, 3, sont liés, notamment l'article concernant la trêve, c'est l'article 5.1 et le titre 3 qui parle du Sénat à partir de l'article 113.1. Alors, je vais lire deux attributions du Sénat, ou trois si vous voulez. Le Sénat veille aux mœurs politiques, au renforcement et à la continuité de l'État ainsi qu'à la stabilité politique. Il veille au respect de la trêve politique, ce qu'on retrouve au 5 à l'article 5.1. Sous réserve des dispositions de l'article 90, le Sénat sanctionne de suspension ou de retrait des droits politiques ou civiques les acteurs politiques, excepté le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil. Bon, si vous voulez, je ne vais pas tout lire. Donc, vous voyez un peu déjà, je me dis, le Sénat est là pour réguler, pour veiller au grain, mais en même temps, on a donné des attributions au Sénat qui font craindre l'avenir de la classe politique. Edmond l'a rappelé, le Sénat vient veiller sur le pouvoir de chaque institution. Et le Sénat a pris une partie du pouvoir exécutif, une partie du pouvoir judiciaire, une partie du pouvoir constitutionnel, si vous voulez, et autres. Alors que quand vous regardez le fonctionnement du Sénat dans d'autres pays, c'est pas exactement ça. Le Canada que le chef de l'État a cité, par exemple, le Premier ministre n'est pas responsable devant le Sénat, mais devant la Chambre des communes. Et depuis 2016, quand même, il y a quand même une avancée notable au Canada. Depuis 2016, le Premier ministre est conseillé par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, lequel identifie les meilleurs candidats au poste de sénateur en se basant sur le mérite personnel des individus et non sur des considérations partisanes. Donc, ça, je l'ai déjà cité le Canada. Et vous voyez, et au Canada, ce n'est pas exactement ce qui se passe ici. Parce que le chef a dit, oui, qu'au Canada, ce n'est pas des sénateurs élus. D'accord. Mais dans le choix des sénateurs, il y a quelque chose qui change. Parce que quand vous regardez un peu la constitution, constitution de notre Sénat ici au Bénin, et quand vous regardez les acteurs qui vont composer ce Sénat, sachant très bien que depuis 90, ou si vous voulez depuis 96, l'acteur politique qui aujourd'hui a reconnu, le chef d'État qui a reconnu, ayant participé aux travaux à l'avènement de cette modification, c'est qu'il maîtrise tous ces acteurs politiques. Vous prenez les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les Dicolor, les Mathieu Nango, comment vous appelez, Adrien Ngwedi, tout cela, il les maîtrise. Quand vous prenez les gros commandements militaires que vous voulez, il a réussi à les côtoyer chacun d'eux. Ceux qu'il a promus sont là, ceux qui n'a pas, peut-être qu'il a fait promouvoir par d'autres présidents quand ils n'étaient pas au pouvoir. On connaît ceux qui vont partir. Le président de la République constitutionnelle également. Et quand on a annoncé le débat sur le Sénat, j'ai été clair en disant, sur un plateau, quand même, sur l'un de mes anciens plateaux, que évidemment, moi j'attendais la réaction de certains acteurs politiques, notamment Théodore Olo, Robert Dessous et autres qui avaient peut-être une position un peu différente de ceux qui soutiennent le pouvoir, mais qui sont restés presque silencieux. Parce que quand on a vu un de Dieu circuler en même temps, l'autre vient de Dieu monter comme pour dire non, il n'a jamais parlé quelque part. Donc, évidemment, c'est des situations qui nous font réfléchir aujourd'hui. Et ces personnes-là, une fois au Sénat, et la voix, en tout cas, il y aura un vote au Parlement, au Sénat. Et je crois que c'est Edmond qui vient de le rappeler. C'est-à-dire, dès lors qu'une loi est votée. D'ailleurs, même, je rappelle même les sessions du Sénat. Et je crois que je l'ai dit quelque part hier. C'est un Sénat qui, à mon avis, fera du marquage à la culotte au Parlement béninois. Le Sénat se réunit 4 fois par an pour des sessions de 21 jours. Et si vous voulez, si vous permettez, je lis rapidement l'article. Très rapidement. Et vous allez voir que, fondamentalement, il y a un souci. C'est-à-dire, le Sénat, la première session du Sénat est convoquée une semaine après la première session de l'Assemblée nationale du Parlement béninois. Donc ça veut dire quoi? Ce Sénat vient se réunir en 21 jours pour prendre connaissance de l'ordre du jour certainement du Parlement. Et le Sénat revient, en tout cas la deuxième session du Sénat se tient 3 semaines avant la fin
de la première session du Parlement. Et 3 semaines, ça fait 21 jours. Le Sénat a chaque session de 21 jours. Donc, les 3 semaines avant la fin de la première session, ça fait les 21 jours. Et pendant les 21 jours, jusqu'à la fin du Parlement, le Parlement est en train de finir sa session, le Sénat est en train de finir en même temps. Donc, le Sénat vient encore maintenant pour se rendre compte des lois votées, évidemment, des travaux faits par le Parlement et en même temps, le statut maintenant, avec son avis de non-adjection ou non, en réalité, et ça finit. La troisième session du Parlement, du Sénat, s'ouvre une semaine après l'ouverture de la deuxième session. Et la 4e session du Sénat s'ouvre encore 3 semaines avant la fin de la de la deuxième session parlementaire. Vous imaginez un peu. Donc, ce Sénat est là, ne vient siéger que quand il y a session du Parlement et c'est à croire que, oui, ils sont là uniquement pour suivre le Parlement, même si les autres institutions leur donnent encore d'autres pouvoirs. Donc, je crois que il y a toujours matière à réfléchir sur l'amendement du Sénat. Comment ça va fonctionner? On dit maintenant que, par exemple, si les membres du droit sont là, mais d'autres membres seront nommés. C'est 25 membres. Donc, si les membres du droit n'atteignent pas 10, par exemple, il va rester, sont au nombre de 10, il reste 15. Les 15 seront nommés, envoyés par le Parlement et le président de la République. Oui. Et quand le nombre est impair, c'est-à-dire le surplus revient au chef de l'État. Alors, qui sont ceux-là qu'on veut envoyer? Quand on voit les acteurs politiques dans le dépôt de la candidature pour les prochaines législatives, profession, je sais quoi, nous avons mis députés, sénateurs. Alors qu'on n'a jamais eu de sénateur par le passé. Donc, déjà, suivez mon regard. Est-ce que déjà, ce sont des acteurs de politique partisans qu'on va envoyer, parce que le Parlement va envoyer, ou bien le chef d'État va envoyer, alors qu'au Canada, c'est des gens, des individus qui ont eu des mérites particuliers, et pour ces mérites qu'ils ont eu dans leur domaine, on peut les envoyer au Sénat. Donc, je crois qu'il y a quand même matière à revoir le fonctionnement de ce Sénat, Attendons de voir, comme je le dis. Je continue d'espérer que, oui, quelque chose est possible dans la modification, peut-être pour quand même rassurer les bénévoles. Merci à vous pour toutes ces explications, Roland Tonnet-Ekes. Merci également à Marcel Zoumeno pour la participation à ce numéro de votre émission Que de la presse. Eman Papé Aniambosu, vous étiez également avec nous. Malheureusement, nous sommes à la fin. Nous avons dépassé l'âgement même, le temps qui nous est imparti. Nous sommes à la paix, il n'y a pas à être malheureux. Ah oui. En tout cas, le débat n'est pas encore fini. Merci à vous, Eman Papé Aniambosu. Merci, Marcel Zoumeno, Eman Papé. Voilà, qui vient clôturer ce numéro de votre émission Que de la presse pour le compte de ce mardi 23 décembre 2025. Nous suivons l'Assemblée nationale pour le message du chef de l'État sur l'état de la nation. Bien à vous.